Bonjour, bonjour. Je fais une petite vidéo pour soutenir le mouvement Stand Up for Science. Moi, je suis au chômage, donc j'ai pas les moyens d'aller jusqu'à Toulouse aussi souvent que je voudrais, et notamment aujourd'hui, donc pour aller rejoindre le rassemblement qui s'y tient. Mais je crois que voilà, la science c'est un enjeu important. Moi, j'ai été évincé de la fonction publique où je faisais partie du réseau scientifique et technique. D'abord avec des problèmes de paye et ensuite des dossiers à charge abracadabrantesques parce que j'avais soutenu les Gilets jaunes à l'époque. Donc je sais ce que c'est que d'être dans le processus de rationalisation et de casse du service public. Donc on a vu en France récemment que le CNRS était visé, donc il y a eu une mobilisation, donc ça c'est super, bravo à ceux qui se mobilisent. Les Key Labs, avec la concentration du budget sur un faible nombre, 25% des labos, et la mise en concurrence des chercheurs, c'est tout à fait nuisible aux conditions, à la bonne réalisation, à la bonne conduite, aux bonnes conditions de la recherche. Donc c'est essentiel que les scientifiques se mobilisent. Donc on est solidaire avec les États-Unis où il y a une casse sans précédent de la recherche, du monde académique, qui est pourtant historiquement très valorisé, avec des salaires beaucoup plus élevés qu'en France. C'est un milieu sur lequel les États-Unis, dans leur politique socio-économique, on pourrait dire, ont parié depuis longtemps pour avoir les meilleurs chercheurs au monde. Donc on se dit, moi je crois que la politique d'extrême droite fasciste là, de Trump et Musk, euh, ça, c'est peut-être, enfin, il y a- il faut mieux en rire qu'en pleurer, mais il y a peut-être un peu d'improvisation, c'est-à-dire que il y a des gens qui renvoient, qui mettent à pied, enfin, ils mettent pas à pied, là, ils coupent les salaires, ils les licencient, et puis ils les rappellent parce qu'ils se rendent compte que c'est des gens indispensables en fait à la bonne conduite de la société, qui participent au bien commun, qui participent à la bonne marche de la société. Et on peut peut-être espérer que sur le plan économique, Trump fasse un peu n'importe quoi. Il y a des prévisions récentes qui montrent qu'il pourrait y avoir un crash économique, et notamment avec des prévisions de moins de 3% du PIB pour l'an prochain pour les États-Unis. Donc peut-être à force de faire n'importe quoi, la classe moyenne qui a voté pour Trump va se rendre compte qu'elle vote aussi contre ses propres intérêts. Et peut-être que enfin, voilà, les citoyens américains, plus globalement que l'électorat de gauche, se rendra compte de la catastrophe qu'ils sont en train de mettre en place. Et alors, je voudrais juste vous parler d'un projet sur lequel je travaille avec des chercheurs. Alors moi, c'est pas dans le monde académique, pas au sein de labos ou de la recherche, mais j'utilise mes compétences acquises au sein du réseau scientifique et technique pour contribuer à une meilleure connaissance du vote, et notamment du vote d'extrême droite. Donc j'essaie de faire ma part. Les résultats que j'ai trouvés aujourd'hui, donc sur les votes des municipales 2014 et 2020, j'ai repris les données publiques sur datagouv.fr et j'ai essayé de les corréler aux variables socio-économiques les plus fines qu'on peut trouver aujourd'hui produites par l'INSEE, qui sont le carroyage économique. Donc le carroyage économique, je vais vous dire les variables qu'il y a dedans. Hop. Voilà. Alors le carrelage, c'est la maille d'analyse, c'est 100 mètres sur 100 mètres. Donc c'est infracommunal, c'est le plus fin qui est disponible aujourd'hui. On a le nombre d'individus, le nombre de ménages, le nombre de ménages pauvres, le nombre de ménages d'un seul individu, le nombre de ménages de 5 individus ou plus, le nombre de ménages propriétaires, le nombre de ménages monoparentaux, la somme des niveaux de vie windsorisés des individus, donc la richesse globale par carreau de 100 mètres sur 100 mètres, donc de 1 hectare. La somme de la surface des logements du carreau, le nombre de ménages en logement collectif,
le nombre de ménages en maison, le nombre de logements construits avant 45, le nombre de logements construits entre 45 et 69, le nombre de ménages construits, le nombre de logements construits entre 70 et 89, le nombre de logements construits depuis 1990. Le nombre de logements dont la date de construction est inconnue, le nombre de logements sociaux, le nombre d'individus de 0 à 3 ans, de 4 à 5 ans, de 6 à 10 ans, de 11 à 17 ans, de 18 à 24 ans, de 25 à 39 ans, de 40 à 54 ans, 55 à 64, 65 à 79, 80 ans et plus, et dont l'âge est inconnu. Donc on a voilà, une vingtaine de variables socio-économiques. Et l'idée, c'était de faire deux choses, de regarder la corrélation entre ces variables et les votes de gauche, de droite et d'extrême droite, et de regarder si on ne pouvait pas faire du machine learning, donc une sorte un peu de l'IA, pour prévoir le vote en fonction de ces variables. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut prévoir correctement le vote de gauche, par exemple, en fonction de ces variables. Le machine learning, on prend par exemple 1000 observations sur les je sais pas, 12 000 bureaux de vote des communes de plus de 1000 habitants qu'on a. On fait tourner l'algorithme de machine learning pour voir s'il y a des corrélations entre un modèle et les variables socio-économiques. On regarde si on arrive à prévoir un signal positif ou négatif. Ici, vote victorieux de la gauche ou vote pas victorieux. Un signal oui-non. Donc c'est du machine learning supervisé. Et ensuite, on regarde, donc on a pris 1000 observations sur lesquelles on entraîne le modèle. Et ensuite, on regarde si on arrive à classifier correctement s'il y avait 10 000 observations, les 9000 autres observations. Et on compare les prévisions du modèle avec les observations réelles. Et donc dans le cas, voilà. Et donc pour les résultats, donc en 2014, le vote de gauche, il est faiblement corrélé aux variables structurelles socio-économiques des bureaux de vote. Oui, voilà, les votes, on les a au bureau de vote. Donc c'est plus précis qu'à la commune. Et ça, c'est un peu un prolongement. On teste des trucs supplémentaires par rapport au travail de Piketty-Cagé, notamment, là on a des variables de structure socio-économique, et ce que j'ai regardé aussi, c'est la dynamique socio-économique, c'est-à-dire la différence entre 2015 et 2019 sur toutes les variables dont je vous ai parlé. Donc est-ce qu'il y a appauvrissement, est-ce qu'il y a enrichissement, est-ce qu'il y a augmentation de la taille des ménages, est-ce qu'il y a plus de logements sociaux ou moins de logements sociaux. C'est la dynamique récente sur 4 ans, pour voir si ça explique s'il y a l'hypothèse, c'était est-ce qu'il y a du déclassement récent, et est-ce que ça serait ce déclassement récent qui pourrait expliquer un vote d'extrême droite. Donc les résultats pour 2014, les variables, le vote de droite et d'extrême droite est peu corrélé aux variables socio-économiques, quasiment pas. Le vote de gauche est corrélé avec les ménages pauvres, les ménages habitant en logement collectif, les ménages de familles monoparentales et les ménages en logements sociaux. En 2020, c'est pareil. Et en 2020, vu qu'on a la dynamique socio-économique, il n'y a quasiment pas de corrélation pour le vote de gauche ou d'extrême droite. Donc on peut en déduire que du point de vue des corrélations, c'est moins le déclassement effectif, réel, que la peur du déclassement qui explique le vote d'extrême droite pour de la dynamique socio-économique récente. Je ne parle pas de la désindustrialisation sur longue période. Là, je parle sur les 4 années qui ont précédé le vote de 2020. Et ensuite, pour le machine learning, donc l'IA, la fameuse IA qui va tout prédire et et résoudre tous les problèmes du monde. Donc on a testé sur 4 modèles, 4 classificateurs. Les KNN, les plus proches voisins, Naive Bayesian, Random Forest, G-Tree et Neural Network. Et donc là, attendez, je vous redis, voilà ce que j'avais écrit. Donc on a une exactitude maximale de 0,66, 66% de prévision correcte. Ce score est assez bas. Sur le cours que j'avais eu pour apprendre le machine learning, on était plutôt à des scores autour de 90% d'accuracy, d'exactitude. Et encore 90%, c'était pas
C'est beaucoup, enfin, voilà, ce genre de truc est utilisé aux États-Unis, notamment c'était pour euh, sur des statistiques de criminalité. Et même à 90%, c'était pas considéré comme assez fiable. Donc 66%, c'est vraiment pas très fiable. La précision maximale. La précision, c'est le taux de vrais positifs sur l'ensemble des positifs. Donc là, on est à 66% aussi. C'est bas. Donc il y a beaucoup de faux positifs. Et le recall, qui est maximum à 50%. Donc le taux de vrais négatifs sur l'ensemble des négatifs. Donc là, c'est très bas. Il y a beaucoup de faux négatifs. Donc si on voulait améliorer le modèle, il faudrait rajouter des variables, ce qu'on appelle faire du feature engineering, et compléter les variables utilisées pour mieux prédire le vote victorieux. C'est assez difficile, et notamment parce qu'on n'a pas de données à cette échelle, à cette infracommunale. Le modèle Naive Bayesian, c'est celui qui a le score le plus faible, notamment en recall, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de faux négatifs, donc c'est pas, c'est pas utile d'utiliser ce genre de technologie pour essayer de prévoir le vote et pour par exemple cibler sur des territoires pour venir en appui à des dynamiques de campagne. Et les meilleurs résultats, c'est avec Random Forest et J-Tree en termes de classificateurs. Donc voilà, donc ce qu'on peut dire, c'est que l'utilisation du machine learning pour cibler des territoires potentiellement gagnants, compte tenu de leur structure socio-économique, c'est décevant. Et par contre, c'est peut-être, que ce soit sur les corrélations ou sur le machine learning, finalement, on peut voir le côté optimiste de la chose, c'est-à-dire que ce qui fait gagner, c'est peut-être plus la mobilisation de l'électorat de gauche avec des dynamiques de campagne effectives, avec de l'action pour mobiliser, sensibiliser les gens, avec des effets d'entraînement d'une minorité active qui va, par des dynamiques sociologiques, entraîner le reste de la population. Il suffit parfois d'être un faible pourcentage pour entraîner tout le reste de la société. Et voilà. Et donc c'est plutôt encourageant pour se mobiliser et continuer le combat contre l'extrême droite. Et donc je vous encourage tous à rester mobilisés, à pas baisser les bras. Et je vous mets le lien si vous voulez aller regarder les travaux, enfin les résultats des travaux en tout cas. Voilà, allez, courage, courage à tous, on baisse pas les bras.